C'est le territoire qui a connu le plus d'atrocités depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans l'est du Congo-Kinshasa, les guerres, les viols, les maladies ont sans doute fait plusieurs millions de victimes. Certains plaident pour qu'un génocide soit reconnu officiellement. La reconnaissance d'un génocide, elle est réclamée par des personnalités et parfois aussi sur les réseaux sociaux. La situation dans l'est de la RDC a tourné au massacre il y a plus de 20 ans. Elle n'a depuis été qu'une succession de guerres et de violations des droits de l'homme. En 1994, c'est la fin du génocide des Tutsis dans le pays voisin, le Rwanda. Des Hutus traversent la frontière, se réfugient au Congo, précisément dans la région du Kivu. Des centaines de milliers d'entre eux sont alors massacrés par l'armée rwandaise, envoyés à leur trousse, et par une rébellion congolaise qui se soulève contre le président d'alors, Mobutu. Deux guerres se succèdent ensuite entre 1996 et 2003. Au conflit ethnique s'ajoute la guerre économique. Le Kivu renferme de très importantes réserves de minerais comme le coltan utilisé dans les téléphones mobiles. Les trafics sont partout. Les exécutions, les viols, les pillages sont quasi quotidiens. L'intervention d'une mission des Nations Unies, la MONUSCO, a été inefficace. Aujourd'hui encore, l'Est de la RDC compte des centaines de groupes armés. Les plus violents s'appellent les M23, les FDLR, les ADF ou les groupes d'autodéfense, les Mai Mai. Au final, ces conflits successifs ont coûté la vie à plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de personnes. Les évaluations sont très variables et très compliquées à faire. Une ONG américaine avait chiffré à 5,4 millions de morts le bilan des combats au Kivu sur la période 98-2007. C'est le conflit le plus meurtrier après la Seconde Guerre mondiale. Et ça, ce sont les Nations Unies qui le disent. Alors pourquoi on n'en parle pas? Simplement parce qu'il y a beaucoup trop d'intérêts en jeu. Le conflit du Congo est un conflit africain sur fond de velléité occidentale, notamment anglo-saxonne, des anglo-saxons qui voulaient faire main basse sur les richesses du Congo. Cela fait 20 ans, jour pour jour, qu'à l'hôpital des Panzi, je vois les conséquences de cette mauvaise gouvernance de mon pays. Bébés, filles, jeunes femmes, mères, grand-mères, et aussi les hommes et les garçons violés de façon cruelle, souvent en public, en collectif, en insérant du plastique brûlant, ou en introduisant des objets contondants dans leurs parties génitales. Je vous épargne des détails. Un jour comme les autres, l'hôpital a reçu un appel. Au bout du fil, un collègue en larmes implorait « S'il vous plaît, envoyez-nous rapidement une ambulance. S'il vous plaît, dépêchez-vous. » Ainsi, nous avons envoyé une ambulance, comme nous le faisons habituellement. 2 heures plus tard, l'ambulance est revenue. À l'intérieur, une petite fille de juste 18 mois. Elle saignait abondamment et a été immédiatement amenée en salle d'opération. Quand je suis arrivé, les infirmières, toutes en larmes, la vessie du nourrisson, son appareil génital, son rectum étaient gravement endommagé par la pénétration d'un adulte. Le peuple congolais est humilié, maltraité, massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies d'information et de la communication, plus personne ne peut dire « je ne savais pas ». Avec ces prix Nobel de la paix, j'appelle le monde à être témoin et je vous exhorte à vous joindre à nous pour mettre fin à cette souffrance qui fait honte à notre humanité commune. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Au moment où je vous parle, un rapport est en train de moisir dans les tiroirs d'un bureau à New York. Il a été rédigé à l'issue d'une enquête professionnelle et rigoureuse
sur les crimes de guerre et les violations des droits humains perpétrés au Congo. Cette enquête nomme explicitement des victimes, des lieux, des dates, mais élude les auteurs. Ces rapports du projet Mapping, établi par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains, décrit pas moins de 617 crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et peut-être même des crimes de génocide. Qu'attend le monde pour qu'il soit pris en compte? Il n'y a pas de paix durable sans justice. Or, la justice ne se négocie pas. Ayons le courage de jeter un regard critique et impartial sur les événements qui sévissent depuis trop longtemps dans la région des Grands Lacs. Ayons le courage de révéler le nom des auteurs des crimes contre l'humanité pour tout simplement éviter qu'ils continuent d'endeuiller cette région martyre. Ayons le courage de reconnaître nos erreurs du passé. Ayons le courage de dire la vérité et effectuer le travail de mémoire. Chers compatriotes congolais, ayons le courage de prendre notre destin en main. Construisons la paix. Mais permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sarah. Sarah nous a été transférée à l'hôpital de Panzi dans un état critique. Son village avait été attaqué par un groupe armé qui avait massacré toute sa famille, la laissant seule. Prise en otage, elle a été emmenée en forêt, attachée à un arbre, nue. Tous les jours, Sarah subissait des viols collectifs jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Le but de ces viols, utilisés comme arme de guerre, étant de détruire bien sûr Sarah, mais également sa famille, sa communauté. Bref, tout simplement détruire le tissu social. À son arrivée à l'hôpital, Sarah ne pouvait ni marcher, ni même tenir debout. Elle ne pouvait pas retenir ni ses urines, ni ses selles. À cause de la gravité de ses blessures, génito-urinaires et digestives, couplées à une infection surajoutée, personne ne pouvait imaginer qu'elle serait un jour à mesure de se remettre sur ses pieds. Pourtant, chaque jour qui passait, le désir de continuer à vivre brillait dans ses yeux. Chaque jour qui passait, c'était elle qui encourageait le personnel soignant à ne pas perdre espoir. Chaque jour qui passait, Sarah se battait pour sa survie. Aujourd'hui, Sarah, c'est une belle femme, souriante, forte, charmante. Sarah s'est engagée à aider les personnes ayant vécu une histoire semblable à la sienne. Sarah a reçu 50 $ américains, une allocation que notre maison de transit d'Orcas accorde aux femmes souhaitant reconstruire leur vie sur le plan socio-économique. Aujourd'hui, Sarah dirige sa petite entreprise. Elle a acheté un petit terrain. La Fondation Panzi l'a aidé avec des tôles pour faire un toit. Elle a pu se construire une maison. Elle est autonome et elle est très fière d'être autonome. Son histoire montre que même si une situation est difficile et semble désespérée, avec la détermination, il y a toujours de l'espoir au bout du tunnel. Si une femme comme Sarah n'abandonne pas, qui sommes-nous pour le faire? Ceci est bien sûr l'histoire de Sarah. Sarah est congolaise, mais il y a des Sarah en République centrafricaine, en Colombie, en Bosnie, au Myanmar, en Irak,
et dans bien d'autres pays en conflit dans le monde.